Voilà, bonjour à tous et à toutes. C'est donc avec un immense plaisir que j'ai l'honneur d'ouvrir ces 2 journées consacrées au thème trans et études de genre. Mais vous m'aviez entendu. Merci Antoine. Voilà, donc une initiative donc portée par Antoine Bioy et Renaud Évrard, que je tiens donc à saluer chaleureusement. Donc, ce colloque, c'est déjà la quatrième édition d'un cycle de rencontres scientifiques autour des trans, hein, qui sont organisées par le laboratoire, donc par Antoine, par le laboratoire psychopathologie et processus de changement de l'Université Paris 8, en partenariat donc avec Renaud, avec le laboratoire Interpsy de l'Université de Lorraine, la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains, les éditions Duno, hein, qui ont édité le grand livre des trans, que vous avez tous lu, et puis qui édite aussi le journal de l'hypnose et de la santé intégrative, et enfin la revue Sexualité humaine. Donc un petit rappel sur les précédentes éditions. La première édition, donc en novembre 2022, portait les bases avec une réflexion trans et présence. En octobre 2023, la deuxième s'intéressait au lien entre trans et phénoménologie. Et puis en mars 2025, donc cette année, la troisième édition explorait les relations entre trans, art et culture. Donc, au fil de ces colloques, un constat s'est affirmé, la transe, longtemps cantonnée à l'hypnothérapie ou perçue comme un phénomène exotique, fait aujourd'hui l'objet d'un intérêt scientifique croissant dans des disciplines aussi diverses que les neurosciences, l'anthropologie, la psychologie ou encore la clinique. Les recherches récentes, je pense notamment aux travaux bien sûr d'Antoine, de Dieter Welt, de Pierre-Flore Henry ou Corinne Sombrin, ont mis en évidence des marqueurs cérébraux spécifiques, démontrant que la transe est bel et bien une modalité à part entière de la conscience. Donc ça, pour les neurosciences. Au niveau de l'anthropologie, on a des figures comme Gilbert Rouget ou Johann Myrdin-Lewis qui nous rappellent combien ces états sont culturellement situés et socialement construits. Et puis pour la clinique, donc c'est là qu'interviennent les travaux d'Antoine, et par exemple aussi Hetzel Cardena ou Michael Winkemann, qui explore donc les usages thérapeutiques de la transe dans la gestion de la douleur, le traitement du traumatisme ou encore le rapport créatif au corps. Donc la transe, c'est un phénomène profondément humain. Elle touche à notre sensibilité, à notre rapport au monde, à nos émotions, et elle est aussi une porte d'entrée vers notre identité, y compris ses dimensions les plus inconscientes. C'est ce qui rend particulièrement fécond le dialogue que nous engageons aujourd'hui entre les trans et les études de genre, un champ lui aussi en pleine effervescence. Donc au cours de ces 2 journées, vous découvrirez une grande diversité d'approches qui toutes mettent en lumière les multiples façons dont la transe permet d'explorer, de bousculer ou de reconfigurer les questions du genre. Il y a 3 grands axes qui se dégagent des communications que vous allez pouvoir entendre. Le premier axe, c'est la transformation de la conscience corporelle et genrée. Certaines interventions vont nous montrer comment la transe agit sur le vécu corporel et identitaire. Par exemple, dans les expériences de corporéité inversée, avec les communications de Béatrice Fracciola et Jérôme Durand. La dissolution des frontières masculines, avec la communication d'Anushka Chakravarty. La fluidité identitaire dans les contextes chamaniques avec Laetitia Merli, et ou encore les vécus subjectifs de transformation avec les communications de Philippe Velimirovic et Matt Régnier. Donc dans ces communications, la transe devient un moment d'expérimentation de genre, un espace où celui-ci peut être déplacé, subverti ou au contraire intensifié. Alors ça, c'est pour le premier axe. Le deuxième axe que je vois dans ces communications, c'est l'axe des rituels de l'histoire et les cultures de genre. Certaines interventions soulignent le potentiel subversif des trans, tandis que d'autres nous rappellent qu'elles peuvent également renforcer les hiérarchies de genre. Par exemple, l'intervention de Céline Frigo-Manning, qui, à travers l'histoire de l'hypnose féminisée au XIXe siècle, nous montre ces hiérarchies de genre, ou encore dans certains rituels chamaniques mongols avec l'intervention de Laetitia Merli. Nous sommes donc invités à penser la transe non pas seulement comme un outil d'émancipation, mais aussi comme un miroir des normes sociales.
Le troisième axe, c'est les enjeux cliniques, politiques et militants. Donc, plusieurs communications interrogent les usages thérapeutiques, critiques et militants des états non ordinaires de conscience. Donc, ça va de l'approche clinique des expériences psychodéliques d'Aurélie Lucas Duguay à l'analyse des normes de genre dans les relations, avec Joël Mignot qui nous parlera de la transe dans le couple, en passant par les liens entre trans et transidentité avec Antoine Matrégnier et Philippe Velimirovic. Ces travaux donc nous invitent à penser les conditions sociales et politiques du droit de passer, pour reprendre l'expression d'Antoine. Donc ces journées seront donc l'occasion de voyager dans les rituels chamaniques où le genre se renverse, dans l'histoire où l'hypnose a enfermé ou libéré les femmes, dans les expériences psychédéliques qui dissolvent la dysphorie et dans les parcours intimes où la transe et la transition se répondent. Nous irons de la théorie à l'expérience, du témoignage personnel aux analyses politiques. Chaque intervention nous rappellera que la recherche n'est pas seulement affaire de concepts, mais aussi de corps vivants, sensibles, traversés. Et dans la lignée des précédentes éditions, ce colloque ne se contente pas d'observer la transe comme un phénomène isolé, il en fait un prisme pour interroger notre monde, et ici plus particulièrement les constructions et déconstructions du genre. Les trans donc ouvrent des espaces d'identité mouvants, en suspension, en métamorphose. Elles permettent de penser le genre non comme une essence, mais comme un état de conscience modulable. Et elles instaurent un dialogue inédit entre la recherche et la clinique et les pratiques militantes, avec des enjeux à la fois épistémologiques et politiques. Donc je nous souhaite, en conclusion, pour un bon colloque, à la fois exigeant et vibrant, fait d'analyse, de dialogue, mais aussi d'expériences partagées, que ces 2 jours soient pour chacune et chacun d'entre nous l'occasion d'un petit franchissement intérieur, une occasion de déplacer nos évidences, d'ouvrir nos perspectives et peut-être de nous transformer un peu. Merci.